Et mes chers amis, merci de votre venue pour cette réunion de circonscription, la réunion de la 9e circonscription, c'est-à-dire le Pays de Ré. C'est une très grande circonscription qui concerne Pornic, Saint-Brévin, Machecoul, Saint-Même naturellement, et beaucoup d'autres communes, dont beaucoup sont des communes littorales où le Rassemblement national, historiquement, fait des très bons scores. Pour des raisons sociologiques un peu complexes, mais nous faisons des très bons scores, comme ici, comme nous le faisons, des bons scores un peu plus au sud, dans la Vendée littorale. Et lorsqu'il y a des élections législatives, tous les 5 ans, et pour tout vous dire, il y en a une qui se rapproche, en juin prochain, quand nous faisons des élections législatives, nous sommes toujours dans cette circonscription, la 9e. En général, le candidat du RN est premier. Ça se disputait entre la 6e et la 9e circonscription, qui serait premier au niveau du RN. Avant, c'était la 6e qui était la meilleure, et maintenant, c'est la 9e depuis quelques années. Bastien Maldinet, ici présent, qui est à la fois quelqu'un de jeune et qui en même temps a de l'ancienneté dans notre mouvement, puisqu'il est adhérent depuis 2015 à peu près, 2014 même, alors qu'il a 21 ans. Eh bien, Bastien Maldinet a été nommé en octobre dernier, lorsque j'ai repris la fédération de la Loire-Atlantique, responsable de cette circonscription, c'est-à-dire qu'il est le responsable de l'animation de notre mouvement, le Rassemblement national, dans l'ensemble de la 9e circonscription. Et naturellement, même si aujourd'hui nous préparons les élections, j'ai fait un lapsus, l'élection présidentielle, il aura vocation à avoir un rôle, après la victoire de Marine Le Pen, nous l'espérons, et nous en sommes convaincus, il aura vocation, Bastien, à avoir un rôle dans l'élection qui suivra immédiatement l'élection législative, puisque ayez bien à l'esprit que, à peu près 6 semaines après l'élection présidentielle, eh bien, nous élirons nos députés, nous réélirons nos députés. Et en Loire-Atlantique, nous sommes bien déterminés à ce que le bail des députés République En Marche ne soit pas reconduit. Nous sommes bien déterminés à ce que ces gens-là, qui n'ont pas fait leur preuve dans les 10 circonscriptions dont ils sont les députés, ne soient pas réélus. Nous sommes attentifs à ce que ici, M. Horry, pour ne pas le citer, qui est membre du MoDem mais qui est dans la majorité présidentielle, qui a été un peu député par hasard et dont l'activité parlementaire cette dernière année et demie est pratiquement nulle, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement aucune présence en session. Nous sommes déterminés à ce que M. Horry ne soit pas reconduit dans son mandat, comme nous sommes déterminés à ce que M. Macron, au sommet de l'État, ne soit pas reconduit lui-même. Et c'est ce pourquoi nous voterons les 10 et 24 avril Marine Le Pen. Et donc Bastien a, depuis octobre dernier, et aura dans les mois et les années qui viennent, puisque nous travaillons sur une implantation de long terme, nous implanter dans les territoires, et pourquoi pas demain gagner les municipalités. Je pense ici à la municipalité de Chauvet particulièrement, qui donne toujours des scores énormes pour le Rassemblement national. Bref, Bastien anime depuis ces derniers mois et continuera à animer dans les mois qui viennent notre mouvement. C'est l'objet de cette réunion de circonscription d'aujourd'hui que nous tenons dans la plus grande ville de la circonscription, Pornic, qui est un peu l'épicentre politique de cette circonscription. Ce n'est pas forcément le centre géographique, mais on va dire que c'est l'épicentre politique. Il était important pour nous, depuis ces derniers mois de ne plus faire ce que nous faisions avant, c'est-à-dire nous concentrer sur la région nazérienne et puis une fois par an faire quelque chose à Nantes. C'est quelque chose que j'ai toujours regretté personnellement. Moi-même, je n'étais pas responsable départemental à cette époque-là, mais maintenant que je le suis, j'ai cette ambition sincère de nous implanter équitablement dans chaque circonscription et puis pourquoi pas ensuite, un peu plus tard, descendre avec un niveau un peu plus bas, avec des responsables de canton et pourquoi pas un jour des responsables de communes. Bref, que le Rassemblement national, sur la carte de la Loire-Atlantique, soit à peu près présent partout, sans considérer les endroits qui sont pour nous des zones de force ou des zones de faiblesse. Parce que ça n'est pas une raison, selon moi, ce n'est pas une raison si un endroit est une zone de faiblesse, où on fait un peu moins de voix, pour ne pas travailler cette zone, pour ne pas militer dans cette zone et avoir des représentants. C'est l'objet des réunions comme celle que nous faisons aujourd'hui à Pornic. Avant de conclure, et pour vous donner une petite anecdote, en réalité, la dernière fois que nous avions fait une réunion publique dans la commune de Pornic, c'était le 25 septembre 2007, c'est-à-dire il y a pratiquement 15 ans, parce que
ce jour-là était venue, celle qui n'était pas encore présidente de notre mouvement, Marine Le Pen était venue en soutien d'une de nos candidates qui était candidate cette année-là à une élection cantonale partielle. Et nous avions fait une réunion de ce type où nous étions à peu près une quinzaine, je crois. Alors maintenant, quand Marine Le Pen se déplace, bon, il y a un peu plus que 15 naturellement, c'est plutôt des réunions à 1500, 2000, 3000 personnes. À l'époque, naturellement, Marine Le Pen n'avait pas la notoriété qu'elle a maintenant. Mais à Pornic, nous n'avions plus fait de réunion depuis 2007. C'est un tort. Et nous devons, je ne dirais pas réparer cela, mais nous devons, si nous voulons sincèrement préparer notre avenir militant, avoir un bon maillage territorial, il faut régulièrement faire dans les 10 circonscriptions des réunions comme celle-ci, qui sont à la fois une manière de présenter notre programme, ce programme qui consiste à rendre aux Français leur argent, leur pays, restaurer la France dans son identité, dans sa souveraineté, et puis ces réunions permettent aussi des échanges, parce que nous avons tous ici des doléances, des critiques, des remarques sur comment améliorer notre mouvement, et puis des choses que nous proposons pour améliorer notre programme, par exemple. Voilà. Je vais tout de suite laisser la parole à Bastien, et naturellement, pour conclure, notre message du moment, depuis ces derniers mois jusqu'au 24 avril au soir, c'est tout simplement Marine présidente. Marine Le Pen, que l'on disait affaiblie, si ce n'est fini, etc., fatiguée. Bon, Marine Le Pen a prouvé depuis ces derniers mois, et depuis ces dernières semaines particulièrement, notamment dans les débats télévisés, sa formidable résilience, c'est-à-dire sa capacité, après un choc, on peut dire qu'une élection présidentielle, c'est une forme de choc, en tout cas c'est une épreuve, parce que c'est une personne, une femme en l'occurrence, face à un peuple, donc c'est éprouvant physiquement et mentalement. Eh bien, Marine Le Pen a prouvé sa résilience après la campagne de 2012 et 2017. Elle a, pour rappel, réalisé 11 millions de voix lors de l'élection présidentielle. Peu de personnages dans l'histoire de France ont été capables de cette prouesse. Il y en a 6 ou 7, en tout cas. Marine Le Pen fait partie de ces 6 ou 7-là, et nous ne doutons pas que, au soir du 24 avril, avec 14 ou 15 millions de voix, elle arrive, grâce à notre effort collectif, jusqu'à la dernière marche, la présidence de la République. C'est pour cela que nous militons, Marine à l'Élysée, Marine présidente de la République, pour qu'enfin les choses changent. Et Bastien, ici, dans le pays de Ré, ne sera pas de trop pour mener à bien ce combat, en animant notre mouvement, en le structurant, en le renforçant, et nous avons toute confiance en lui, et je lui laisse maintenant la parole. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis très content d'être devant vous aujourd'hui aux côtés de notre délégué départemental Gauthier Boucher. Donc, je m'appelle Bastien Maldinet, j'ai 21 ans. Je suis actuellement encore en études, je suis en 3e année de licence pro-banque, en alternance dans un établissement bancaire à la Baule. Le domaine bancaire est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis intéressée par les voyages, les animaux, mais il y a aussi une autre passion qui m'anime, c'est la politique au sens noble. Depuis l'âge de mes 14 ans, j'ai toujours voulu adhérer au Rassemblement national. J'ai commencé par militer en faisant des tractages, militer en faisant des collages, et puis petit à petit, j'ai senti ce goût de la politique qui m'animait, qui me plaisait. Et c'est pour ça que l'année dernière, j'ai été candidat pour une partie de la population, vous devez peut-être me connaître, j'ai été candidat aux côtés de mon ami Emma Minot au départemental sur le canton de Machecoul. On a recueilli un score tout à fait honorable. On a 18%, je crois que c'était le meilleur score du département, si je ne dis pas de bêtises. Comme l'a dit Gauthier, j'ai été nommé responsable de circonscription, donc avant tout, c'est une belle chose pour notre mouvement. Ça prouve aussi dans nos idées notre volonté de vouloir se décentraliser, de vouloir être plus proche de vous, au plus près des communes, au cœur des territoires. Et comme le disait Gauthier, j'aurai vocation d'ici les prochains mois à mener des actions de terrain, des actions jusqu'au bout, jusqu'à la présidentielle. Parce que l'objectif, c'est vraiment le 24 avril de faire élire Marine Le Pen. Elle n'a jamais été aussi près des portes du pouvoir, et il faut continuer cet engagement jusqu'à la dernière minute. Faut pas écouter, comme la télé peut le laisser sous-entendre que cette élection, elle est perdue d'avance, qu'elle est jouée. C'est complètement faux. Marine Le Pen est la seule candidate qui peut recueillir pour le moment, elle est à 46-48%. Nos efforts jusqu'au 24 avril, il faut absolument les mener jusqu'au bout, car
c'est sa chance à elle, c'est notre chance pour nous, qu'on soit au pouvoir, qu'elle puisse enfin mettre son programme qu'elle met en place depuis des années. Et comme elle l'a démontré, et comme le disait Gauthier Boucher sur son programme, le programme par le Rassemblement national, il a été travaillé, il a été plus qu'exploité, et par rapport à d'autres, ce n'est pas pour tacler d'autres concurrents, mais quand on voit des personnes comme chez Reconquête, qui nous présentent un programme en 6 points sur l'immigration, et que le Rassemblement national est capable de déjà préparer un projet de loi qui n'a plus qu'à aller à l'Assemblée nationale et faire la navette entre Assemblée et Sénat pour qu'il soit mis en place, il y a quand même, la marge est quand même très différente. Après aussi, pour revenir sur d'autres points, la différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est que nous, notre présidente, elle a travaillé pour pouvoir se présenter, c'est sa 3e élection présidentielle. C'est pas quelqu'un qui arrive de la vie médiatique, comme on pourrait dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gauthier. Tu m'en bien, oui. Oui, la vie politique. Son programme, il est sincère, il a été travaillé, il a été conçu pour pouvoir nous rendre la France qu'on aime, la France des territoires, une France qui est fière, une France qui s'exporte dans le monde. Une France qui s'exporte dans le monde, qui rayonne, avec son industrie, son agriculture, ses services, son tourisme, tout ce qu'elle sait faire bien déjà. Et oui, il y a... Il ne faudrait pas que... si on va poursuivre, il ne faudrait pas que M. Macron, qui est candidat là, exceptionnellement depuis 3 semaines dans un contexte de guerre, c'est le chef providentiel, c'est le généralissime Macron qui, profitant de la crise russo-ukrainienne, essaye de faire une campagne sans débat, essaye de faire une campagne sans contradiction. Il ne faudrait pas que M. Macron fasse oublier puisqu'il y a Macron, il y a un macronisme, il y a un bilan du macronisme, il y a un bilan du quinquennat, un passif que Bastien va vous résumer sur quelques éléments, beaucoup de choses qui ne vont pas, un appauvrissement général des Français et une diminution de la puissance française à l'international, la France qui s'exporte dont parle Bastien, exact, et là ça n'existe plus tellement maintenant parce que M. Macron l'a beaucoup amoindri cette France-là. Je pense notamment à la balance commerciale. La balance commerciale qui est de plus en plus négative. On est actuellement, la France qui est quand même un grand pays, on est quand même la 6e puissance du monde. On doit être fier d'être français, on n'a aucune honte à le cacher. Quand on voit que notre balance commerciale elle est de plus en plus négative d'année en année et qu'on devient de plus en plus dépendant d'autres pays, je ne pense pas que c'est la solution et l'avenir que les Français veulent. Après, sur le bilan d'Emmanuel Macron, comme tu disais Gauthier, il y a un passif, il y a eu des actions qui ont montré les limites du macronisme. Emmanuel Macron, c'est un mixte de la gauche et de la droite qui consiste à prendre le pire de la gauche, le pire de la droite pour élire un chef de l'État. On peut prendre des actions, par exemple, comme sur l'ISF, l'impôt sur la fortune que M. Macron a enlevé, ses amis milliardaires. Comme autre action, le taux de chômage. M. Macron nous dit que le chômage a diminué en France, c'est complètement faux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a joué sur les différentes catégories. Comme vous le savez sans doute, dans le chômage, il y a 3 catégories, la catégorie A, la catégorie B, excusez-moi, et la catégorie C. Pendant 5 ans, il a juste joué à transformer des demandeurs d'emploi en des personnes qui faisaient une formation, qui travaillaient à mi-temps. Le taux de chômage il est exactement le même qu'il y a 5 ans. Sur l'appauvrissement, d'année en année, les prix augmentent. Vous pouvez le voir, le prix du carburant, le prix des matières premières. Et en échange, il y a des personnes qui travaillent très dur. Je pense notamment aux agriculteurs, excusez-moi. Je pense notamment à un ami, il a repris sa ferme il y a 1 an. Est-ce que vous savez combien il touche pour 1 litre de lait? Est-ce que vous avez une idée? Pour 1 litre de lait vendu en ferme, il touche 23 centimes. Et 23 centimes, c'est le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'il faut enlever toutes les matières premières qu'il a achetées, les matières agricoles. Vous parlez hors taxe? Oui, c'est en hors taxe. Je suis paysagiste. Vous êtes paysagiste? Ouais. Parce que oui, après il y a le TTC, mais il y a aussi la partie évidemment à reverser à l'État. Je touche rien. Ouais, pas 2,50 € c'est pour manger, ça coûte. Quasiment. Donc, on est quasiment là. Après, pour reprendre, il y a beaucoup d'autres choses. Après, Emmanuel Macron, je pense qu'il a quand même fait quelques bonnes actions. On ne peut pas dire qu'il a fait que du mal, mais quand on regarde sur les 5 ans, ça fait quand même beaucoup de crises. La crise des Gilets jaunes, la crise du Covid,
la crise, je pense notamment aussi à la réforme du baccalauréat, je pense à ce que j'ai eu mon bac il y a quelques années maintenant, mais quand on se dit qu'à l'époque le baccalauréat c'était un vrai examen, pendant une semaine on était en épreuve, on travaillait toute l'année pour, et que maintenant le baccalauréat se résume à du contrôle continu, et que les élèves peuvent choisir le bac à la carte, j'ai envie de dire, ils choisissent les options qu'ils ont envie, là où justement ils sont sûrement les meilleurs, et voilà à quoi se résume le bac, il y a plein de choses, c'est un désenracinement de la France de jour en jour malheureusement. Je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses, Gauthier. Oui, naturellement, la France sous M. Macron ne s'est pas renforcée. On nous avait vendu l'idée d'un président qui, parce qu'au simple fait qu'il était un homme jeune, effectivement, le plus jeune président jamais élu depuis un siècle et demi, on nous avait vendu que parce qu'il était jeune, en soi, ce serait la garantie que ce serait un président qui ferait les réformes nécessaires, qui comprendrait avec acuité, avec précision, les problèmes dont souffrirait la France, qui permettrait à la France de mieux s'ancrer dans la mondialisation, d'être plus dynamique économiquement. Bon, 5 ans après, ce récit, qui était plus un conte pour enfants qu'une réalité, 5 ans après ce récit, nous voyons bien que la jeunesse de M. Macron n'était qu'un argument marketing et que ça n'a eu absolument aucune prise avec le réel. Ce que dit Bastien sur, par exemple, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, on voit que même en prenant un ministre comme M. Blanquer, qui, disait-on, plairait au milieu un peu de droite, c'était la manière dont Macron essayait de se créer une aile droite, enfin des sympathies à droite, même avec M. Blanquer, le pire du pédagogisme, c'est-à-dire de l'élève au centre de son savoir, l'élève prescripteur de son propre savoir, à la fin des maîtres. Le pire de tout cela ne s'est pas arrêté, et nous avons toujours une école avec le bac pour tous, certes, mais énormément d'échecs en première année de licence, pour ceux qui vont à l'université. Et on peut ne pas aller à l'université d'ailleurs. L'université n'est pas une fin en soi, par ailleurs. Et pour ceux qui vont à l'université, avoir 40% d'échecs en première année de licence, 60% dans certaines filières, je pense particulièrement aux filières de psychologie, c'est révélateur que sans doute le bac est donné trop facilement et il ne prend pas en compte ce que devraient être un certain nombre de savoirs fondamentaux. Et si on va même un peu plus en arrière à l'entrée en 6e, lorsque l'on voit que plus d'un quart des jeunes savent mal lire, savent mal écrire, savent mal compter, c'est qu'un certain nombre de choses, depuis des décennies en réalité, n'ont pas été faites, mais M. Macron et son ministre Blanquer n'ont pas travaillé pour que ces choses soient progressivement résorbées et que les élèves entrant au collège savent correctement écrire, lire, compter. Et ils n'ont pas travaillé davantage pour que les collégiens, les lycéens, lorsqu'ils sont en classe d'histoire-géographie par exemple, somme toute, apprennent les fondamentaux de l'histoire nationale, de l'histoire de France, apprennent les fondamentaux de la géographie physique française, et n'en soient pas réduits à avoir une approche de l'histoire qui est une approche un peu transnationale, une approche un peu thématique, qui oublie la chronologie, qui oublie les grands événements, qui oublie les grandes figures. Et quant à la géographie, nos collégiens, nos lycéens ne devraient pas en être réduits à avoir des cours exclusivement sur les rapports Nord-Sud, exclusivement sur le développement durable. Il serait bien qu'ils connaissent déjà la géographie de leur propre pays. Parce que leur propre pays, c'est leur propre avenir. Et ça peut apparaître comme un détail, c'est pas un programme, mais cela révèle une vision de l'éducation nationale qui est celle de M. Macron et de son ministre, mais qui était celle auparavant du Parti socialiste lorsqu'il était au pouvoir, de M. Peillon lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, de M. Hamon lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, on a oublié, et plus encore de Mme Vallaud-Belkacem. Pour revenir sur M. Hamon, on a oublié que M. Hamon n'est pas que l'homme des 6% à l'élection présidentielle et du revenu universel. Hein, je ne sais pas si ça vous plaît l'idée d'un revenu universel, mais pas tellement. L'idée qu'il y a un assistanat comme ça, que le travail, la valeur du travail en soit diminuée. M. Hamon n'est pas que l'homme de ces deux grands succès que sont les 6% à la présidentielle et l'idée du revenu universel, c'est aussi l'homme qui fut pendant quelques mois notre ministre de l'Éducation nationale. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable, très mémorable, comme dit Bastien.
Les erreurs de M. Macron et les erreurs de M. Blanquer ne sont jamais que la continuité des erreurs des gouvernements socialistes successifs sous François Hollande, gouvernement Ayrault, gouvernement Valls, gouvernement Cazeneuve. Et en cela, il y a une continuité. Parce que Macron, tout aspirant homme de droite qu'il est en ce moment, puisqu'il essaye de se fortifier l'image à droite, pour avoir les voix des Républicains, peut-être même le soutien de Nicolas Sarkozy, M. Macron ne doit pas faire oublier qu'il est initialement, originellement, un homme de gauche, désigné ministre dans l'équipe de François Hollande, secrétaire général adjoint de la présidence de la République au début du mandat de Hollande en 2012-2013, conseiller technique du candidat François Hollande en 2011-2012 sur les questions économiques et financières. Monsieur Macron, c'est un produit de la Hollandie, du hollandisme, je ne sais pas comment on dit, c'est un produit de la gauche. C'est vrai, comme le dit Bastian et comme il se dit, que cette histoire de le en même temps macroniste, En Marche, est un peu... Si nous serions ni droite ni gauche, parce que nous dépassons ce clivage en nous intéressant à la défense de la nation d'abord, peut-être que M. Macron, c'est mi-droite, mi-gauche. Moitié gauche, moitié droite, le pire de la gauche, le pire de la droite, et on le voit dans une question comme l'éducation nationale, mais dans tant d'autres questions en réalité. Parce que M. Macron, sur des sujets aussi divers que l'agriculture, l'industrie, la politique étrangère, la justice, sa vision des services publics qu'il faudrait sans cesse plus privatiser, n'est pas tellement différent de ce qui se pratiquait sous Nicolas Sarkozy et de ce qui se pratiquait sous François Hollande, avec toujours cette vision néolibérale à la clé. M. Macron partage cette vision d'un libéralisme toujours plus exacerbé. Il synthétise en lui-même le pire de la droite et le pire de la gauche. Tandis que Marine Le Pen synthétise en elle-même, concentre en elle-même, dans sa figure, son charisme, ses interventions publiques, sa manière dont elle explique son projet, elle synthétise en elle-même, non pas le meilleur de la droite ou de la gauche, ça ne nous intéresse pas tellement, ça, c'est une notion de science politique abstraite pour les Français. Elle synthétise en elle-même ce qu'attendent les Français, notamment des catégories populaires et des classes moyennes, ce qu'ils attendent en termes de reprise de leur souveraineté, en termes de reconquête de leur identité. Marine Le Pen est celle, nous le pensons sincèrement depuis des années, qui permet aux Français de redevenir fiers et non plus honteux comme ils le sont depuis des années, qu'on leur explique que la France est finie, qu'il faut faire de la repentance, qu'il faut s'excuser de tout. Marine Le Pen n'est pas dans cette vision, car elle a l'image d'une France qui est une puissance d'avenir, qui est une puissance mondiale et qui est une puissance d'équilibre. Alors que M. Macron, depuis un certain temps, a bradé la France au sens propre, lorsqu'il brade par exemple nos industries, lorsqu'il brade Alstom comme il l'a fait il y a quelques années, lorsqu'il laisse pas très loin d'ici les chantiers navals de Saint-Nazaire être plus ou moins aux mains du privé, alors qu'il devrait être, selon nous, une industrie nationalisée. Et puis Macron ne se contente pas que de brader la France de manière abstraite, il le fait aussi concrètement lorsqu'il poursuit toujours plus l'insertion de la France dans une forme de supranationalité européenne, c'est-à-dire qu'il y aurait la France et puis il y aurait au-dessus une commission européenne qui agirait comme un gouvernement européen, qui déciderait à notre place, avec naturellement derrière la Commission européenne les intérêts économiques allemands, c'est-à-dire les intérêts économiques de l'Allemagne, qui est la première puissance de l'Europe. Macron fait cela, Macron également sur un sujet stratégique, dont on ne parle pas tellement dans cette campagne, parce qu'on parle à la fois de choses pas très importantes et de la guerre en Ukraine, qui est une chose importante. Mais c'est des sujets un peu dérisoires et des sujets aussi importants que la guerre en Ukraine masquent un certain nombre de vrais enjeux. La question stratégique, par exemple, de la place de la France au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, elle n'est pas évoquée dans cette campagne, alors que vous avez deux choix
complètement différent de part et d'autre entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, il s'agit, dans cette instance stratégique pour la sécurité du monde, de partager notre siège avec l'Allemagne, de faire une sorte de siège commun européen. Macron se dit, puisque c'est l'Allemagne et la France qui dirigent l'Europe, pourquoi ne pas jumeler notre siège? Ce siège que nous avons, dont je vous rappelle que nous avons, nous le savons tous, comment et au prix de quelle souffrance, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons acquis cette place éminente dans une instance qui, encore une fois, est une instance de sécurité collective, aux côtés de la Chine, des États-Unis, de l'Union soviétique de l'époque et du Royaume-Uni. Et puis, du côté de Marine Le Pen, c'est simplement garder la position que nous avons dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire rester pleinement membre de ce Conseil de sécurité. Et la question du Conseil de sécurité, la position de Macron et de Marine Le Pen sur le Conseil de sécurité est à peu près identique sur un sujet aussi important que la force de dissuasion nucléaire. On en parle moins maintenant, mais il y a quelques années, M. Macron proposait, par exemple, sinon de supprimer complètement notre force de dissuasion, de réduire cette force de dissuasion en disant que cela ferait des économies, que ce serait des économies utiles pour financer des réformes. Voilà. Marine Le Pen, inversement, c'est garder la force de dissuasion, construire un deuxième porte-avions, un deuxième porte-avions nucléaire, ce qui nous concernerait directement à Saint-Nazaire, passer le budget de la défense à 2,5% du produit intérieur brut, pour que nous demeurions vraiment une puissance d'équilibre dans cet ordre du monde instable, alors que Macron, c'est toujours faire équipe, c'est plutôt défaire, effectivement, défaire nos industries stratégiques et faire équipe toujours avec l'Allemagne, qui est une puissance, et c'est bien normal, qui a des intérêts géostratégiques divergents des nôtres, parce que l'Allemagne n'est pas la France, c'est une banalité que de le dire, la France n'est pas l'Allemagne, ils ont une histoire différente et sans doute des destins différents. Et des spécificités. Des spécificités différentes. Des différentes au niveau de l'économie, par exemple. Enfin, si on prend l'exemple de la France et de l'Allemagne, on est tous les deux doués en économie, mais on n'est pas doués pour les mêmes secteurs. Là où, par exemple, l'Allemagne, ça va être des secteurs de l'industrie, nous, ça va plutôt être des secteurs, par exemple, dans le luxe, des secteurs dans le manuel, l'artisanat. On a des différences, on doit travailler main dans la main, mais sachant en prenant chacun notre destin et notre pays pour... Oui, bien sûr, nous avons nos identités propres. Et c'est normal. À moins qu'on considère que l'Union européenne, c'est peut-être l'idée de M. Macron, soit une union à 27 où les identités soient nivelées, que tout le monde soit identique. Nous ne pensons pas que c'est la bonne chose. Voilà, chers amis, quelques éléments sur notre projet, le projet de Marine Le Pen, qui est résumé d'ailleurs dans ce tract de 8 pages que vous avez sur vos chaises. Ce tract résume plusieurs des 22 mesures que Marine Le Pen a promis de réaliser lorsqu'elle serait élue présidente de la République. Avec naturellement la majorité parlementaire qui va avec, qui sera une majorité parlementaire de députés RN, et puis des gens qui viendront spontanément, nous le pense, après notre victoire, si nous gagnons, nous pensons gagner, parce qu'il y aura l'idée de faire autre chose que la fausse alternance. La fausse alternance PS-LR, même si PS-LR n'existe plus tellement, l'idée sera aussi de faire autre chose que la majorité LAREM. C'est 300 et quelques députés dont nous avons du mal à savoir juste qu'est-ce qu'ils ont fait en 5 ans. Quel est le bilan des députés LAREM? Je suis sûr que peu d'entre nous, peut-être, d'ailleurs, sont capables de dire facilement qui sont les députés LAREM, tellement ils sont invisibles. Peut-être M. Horry pourrait nous présenter son bilan depuis 1 an à l'Assemblée. Oui, ça explique comment M. Horry est absent. Eh ben, il va tout simplement pas du tout. Depuis 1 an, en fait, si vous regardez sur Internet, avec Internet maintenant on peut savoir tout, et il y a des sites un site qui s'appelle Nos députés, qui permet de pouvoir tracer les actes de présence des députés de toute la France. M. Horry va en moyenne 1 à 2 fois par mois à l'Assemblée. Il y va pas.
Il payait pareil, dit Anastasia. Oui, il payait pareil. À la fin du mois, il a ses 7 500 € en ayant fait un aller-retour à Paris. C'est-à-dire que monsieur Ruy touche Anastasia, qu'il soit assidu en séance, qu'il aille 2 fois par mois, comme le dit Bastien, il touchera ses 7 300 € bruts. 7 300 € bruts par mois pendant 5 ans. Voilà. Sinon, juste à la machine à café. C'est Plus ou moins ça. C'est la même chose, hein, les choses plus personnelles en entreprise. Ouais. Ou sinon, on a des... Et à Nantes, avec Valérie Opel, c'est la même chose. À Saint-Nazaire, avec Madame Dufeu, c'est la même chose. Partout pareil. Gauthier Boucher s'est rendu à un débat sur les présidentielles avec l'Université de Nantes. Il débattait avec Madame Oplet, c'est pas ça qu'il dit. Et par exemple, elle est capable de dire devant tout le monde que sa priorité, c'est l'handicap, le bien-être des personnes handicapées, de prendre soin d'eux. Mais c'est quand même La République En Marche qui a transformé une aide qui s'appelle l'allocation adulte handicapé, qui avant était une aide, vous touchiez un montant forfaitaire, qui a quand même transformé cette aide, qui dépend du revenu du conjoint maintenant. Donc ça veut dire que pour La République En Marche, votre handicap, si le conjoint ou la conjointe est handicap, ça dépend du revenu du conjoint. Et nous, on pense au Rassemblement National que quand on est handicapé, c'est déjà très dur mentalement, physiquement, mais en plus d'avoir la dépendance du revenu d'un conjoint ou d'une conjointe, c'est juste pas possible. Et Marine Le Pen, ce qu'elle propose, c'est une indemnité à minimum 1 000 € et pour tous les handicapés. Qu'on soit un handicapé avec un conjoint qui touche 2 000 € de salaire ou 4 000 €, la souffrance morale et physique, c'est la même. Et quand on ose mentir, comme elle l'a fait devant toute l'université, dire que sa priorité c'est l'handicap, je trouve ça un petit peu étrange. Un petit peu mensonger, comme on va dire. Et cela signe sans doute la vision qui est celle du macronisme vis-à-vis des plus faibles d'entre nous, des plus pauvres d'entre nous, ceux qui ont le moins de chance dans la vie, tout en nous parlant d'égalité des chances, qui est effectivement la promesse républicaine, l'égalité des chances. Tout en nous parlant de ça, au fond, avec une politique toujours plus néolibérale, être dans le fait de ne pas considérer les plus faibles d'entre nous, de toujours plus les enfoncer, toujours moins les aider, et de simplement privilégier son électorat naturel. Monsieur Macron privilégie en ce moment son électorat naturel. Les gens aisés, des métropoles, et pas tellement les territoires ruraux, pas tellement les territoires périurbains, pas tellement, quels que soient les territoires, les publics fragiles. Ce qu'a dit Bastien sur le handicap, on pourrait le développer sur les EHPAD, par exemple. Nous avons vu, nous savions depuis des années les scandales qui s'y passaient. Comme à Paimboeuf, comme je ne sais pas si vous avez vu le reportage, mais justement, quand il y a eu le scandale des EHPAD, le reportage a été tourné à Paimboeuf. Donc on a un exemple très, très local des souffrances qui peuvent se passer en EHPAD. Il a été tourné à Paimboeuf? Oui, il y a une partie du documentaire qui a été tournée sur Paimboeuf et les conditions plus que déplorables où étaient traitées les personnes âgées. Et je pense notamment aux soignants, c'est pas de la faute des soignants, mais je pense aux organisations qui sont des organisations privées. Qu'on nous dit dans ce reportage, par exemple, que les aides-soignantes qui ne peuvent pas laver les personnes âgées parce qu'elles ont 15 minutes pour faire une chambre et laver une personne âgée, c'est juste pas possible. Parce qu'à Paimboeuf, c'est privé. Oui, c'est privé à Paimboeuf. Non, pas que. Enfin, c'est un mix des... C'est un mix privé-public. Un financement privé avec des salariés publics. Pour résumer. Tu permets? Moi, j'ai le même problème avec les parents. Tous les matins, je suis obligé entre 1h30 et 2h pour pouvoir alimenter les douches chez les parents. Et ils ont que 95 et 94 ans. Ils sont en EHPAD, hein? Non. Non, ils sont chez toi. Ils veulent rester chez eux. Quand on a pris les EHPAD. Ce que vous avez vu là, je ne sais plus quand il a été diffusé ce documentaire, il y a quelques semaines, sur Orpea. Bon, Orpea cristallise un peu tout ce qui ne va pas autour de la question des EHPAD. Et ça fait des années que nous savons et que nous dénonçons le manque d'humanité en fait dans cette gestion des EHPAD, qui est en partie du fait que ce soit partiellement privatisé, mais pas que. C'est une vision du rapport aux autres qui est peut-être celle du macronisme, même certainement celle du macronisme, mais qui n'est pas celle de Marine Le Pen qui a un projet santé ambitieux, notamment sur la question des EHPAD,
notamment sur la question du 3e et du 4e âge, mais pas que. Ce projet, qui est celui, encore une fois, des 22 mesures, nous ne l'avons pas sorti comme a fait M. Macron ces derniers jours dans une conférence de presse un peu à la sauvette. C'était une longue conférence de presse, toutefois, 4 heures. Il faut le reconnaître. Mais la durée ne fait pas forcément la qualité. Et M. Macron était bien en peine, je trouve, de défendre son bilan dans un certain nombre de domaines, parce que le macronisme, tout de même, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais le macronisme, ces 5 dernières années, c'est notamment la crise des Gilets jaunes, dont Macron est totalement responsable. Rappelons-nous qu'un certain nombre d'entre nous ont manifesté sur les ronds-points. Je pense notamment à ce qui s'est passé au rond-point des 6 Croix à Donge, par exemple, je connais un peu. Nous avons manifesté lorsque le carburant était, je crois, à 1,40, 1,45 € le litre, et que maintenant il est entre 2,10 €, 2,20 €, j'ai vu à 2,35 € dans certaines stations. L'exception de 2,45 €. 2,45 € pour l'Excellium, me dit Philippe. Oui, nous sommes allés dans la rue pour un certain nombre d'entre nous. Au-delà de nous, des centaines de milliers de Français sont allés chaque samedi à Paris manifester, bien sûr, de manière un peu prosaïque pour un gazole à 1,50 €, mais au-delà de ça, pour la question de la cherté de la vie, au-delà de la cherté de l'énergie, de l'accès pour tous aux services publics, de l'égalité territoriale. Les Français ont participé à un certain nombre de consultations dans les mairies. À la mairie de Saint-Nazaire, on a eu un grand débat, à l'issue duquel il y a eu un cahier de doléances. Des cahiers de doléances, il y en a eu partout en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Paris, mais je ne doute pas que le maire a fait un grand débat et qu'il y a eu dessus des remarques, des critiques, des doléances qui sont devenues un cahier de doléances. Des centaines de milliers de Français ont participé à ces cahiers de doléances, un peu comme il y a eu en 1789 des cahiers de doléances. Je veux croire que j'ai l'impression que les cahiers de doléances de 1789 ont eu plus d'effet historiquement et politiquement que ceux de 2019 qui, je le crois, n'ont même pas été ouverts et ont été mis à la benne. Les doléances des Français de 2018-2019, pas que sur la question du prix à la pompe. Exactement, la question du référendum d'initiative citoyenne, comme le soulève Alain. Et au fond, la question de notre rapport à la démocratie. Veut-on une démocratie de façade ou une démocratie véritablement représentative? Voire certains diraient une démocratie directe. Ce n'est pas notre position, mais il serait bien qu'elle soit en tout cas plus représentative, un peu plus référendaire aussi, avec des référendums nationaux et locaux. Eh bien, les doléances des Français sur la question du prix à la pompe, mais pas que, sur la question du RIC, comme le soulève Alain, mais pas que, n'ont pas été entendues depuis 3 ans. Et au contraire, les choses se sont aggravées, puisque nous étions des centaines de milliers dans la rue pour un prix à la pompe de 1,50 €, et je nous trouve bien docile aujourd'hui pour un prix à la pompe de 2,20 €. Mais j'espère, je n'appelle pas à l'insurrection, mais j'espère que le 10 avril prochain, une partie de cette colère rentrée que nous avons en nous, pour tout ce qui ne va pas depuis 5 ans, avec ce pouvoir macroniste complètement fou, et complètement hors sol, et complètement déconnecté, j'espère que cette colère rentrée, nous, ici, et plus important, les millions de Français, les dizaines de millions de Français qui vont voter, j'espère que nous l'exprimerons collectivement avec un bulletin de vote. Avec le bulletin de vote Marine Le Pen, qui n'est pas par ailleurs uniquement qu'un bulletin contre Macron. On est contre Macron, bien sûr, pas pour Macron, on est contre Macron, radicalement contre Macron, parce que aucune de ces options politiques, ou presque, ne nous satisfait. Toutes ou presque en sa personne même, mais au-delà de sa personne, de sa politique, intérieure ou extérieure, nous déplaît. Mais ça n'est pas qu'un vote contre Macron. C'est aussi un vote pour un projet, un contre-projet au macronisme, qui est tout simplement le patriotisme. Un patriotisme dans son acception la plus classique, défendre l'intérêt des nôtres, ne pas mépriser les autres, mais les nôtres d'abord, et les autres ensuite.
Les nôtres d'abord pour l'accès aux emplois, les nôtres d'abord pour l'accès au logement, les nôtres d'abord pour l'accès à la protection sociale et aux prestations sociales. Et non pas les autres d'abord pour le logement, les autres d'abord pour les emplois, les autres d'abord pour la protection sociale, comme nous le vivons de plus en plus depuis ces dernières années, avec des polémiques aussi diverses que les faits aussi divers que la crise migratoire européenne, le travail détaché, le manque de logement et le mal logement d'un certain nombre de Français, alors qu'un certain nombre de logements sociaux sont attribués prioritairement à des gens qui ne les méritent pas véritablement. Bref, c'est cela le patriotisme, c'est cela la vision de Marine Le Pen, c'est cela ce projet qui est un projet pour, et qui n'est pas simplement qu'un vote de défiance, qu'un vote de rejet, qu'un vote de protestation, même si le macronisme est pour nous une horreur. Voilà. Il y a peut-être l'homme Macron qui a autant de droits et de devoirs que chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, son bulletin de vote vaut la même chose que le bulletin de Bastian, ou le bulletin de Philippe, ou le bulletin d'Alain, ou mon bulletin. Donc, pas d'excuse pour l'abstention, parce que les élections sont la manière dont l'égalité républicaine se fait véritablement. Un bulletin de vote de X vaut le bulletin de vote de Y. Il y a peut-être l'homme Macron qui a autant de droits et de devoirs que nous attaquons pas à la personne, mais le programme qu'il porte, véritablement, il n'est pas excessif de dire que nous le portons en horreur. Que c'est une horreur, ce macronisme, qui, encore une fois, a synthétisé le pire de la gauche, le pire de la droite, pour en faire un programme qui ne va pas dans les intérêts de la France. Et à commencer aussi par le programme économique, comme on peut le voir, en 5 ans, il y a 5 ans, la France était endettée à 100% de son PIB, on est quand même rendu à 120% aujourd'hui. Et à savoir que la France, à partir d'octobre, est obligée d'emprunter pour pouvoir continuer son train de dépenses, et qu'actuellement, on est bientôt rendu à 50% de dette qui n'est pas détenue par les Français, elle est détenue par des pays étrangers. Notamment, je pense à des pays comme la Chine, le Japon qui prêtent, et on est de plus en plus dépendant de ces pays-là pour pouvoir vivre et financer. Oui. En cela, nous ne sommes plus la grande puissance que nous devrions être, eu égard à ce que nous sommes historiquement, et que nous pourrions être si nous nous donnions les armes, notamment économiques, mais pas que, pour l'être. Et cela, M. Macron ne le comprend pas, ou je pense qu'il le comprend, mais je pense qu'il le comprend, parce que M. Macron, même si nous le portons en horreur, c'est un homme qui n'est pas bête. Voilà. Ça me fait du mal de dire qu'il est intelligent, mais il n'est pas bête. Je pense que son intelligence est une intelligence cynique. Je crois que M. Macron sait que nous allons dans le mur avec ce qu'il fait, c'est-à-dire amoindrir la France, mais que tout en le sachant, c'est un projet pour lui. Parce que son horizon est ailleurs. Et son horizon, notamment, est européen. En croyant qu'en additionnant nos forces, nous ferions mécaniquement une force plus grande face aux États-Unis, face à la Chine. Mais Macron pense additionner des forces, mais nous estimons bien davantage que c'est parfois additionner des faiblesses, parce que les économies européennes, à part l'économie allemande, un peu l'économie italienne avec un très fort réseau de TPE-PME, les économies européennes sont plutôt des économies, les grosses économies européennes sont plutôt des économies qui dérivent en ce moment. Le Royaume-Uni, en partant de l'Union européenne d'ailleurs, a amélioré sa situation économique. Les options de M. Macron, selon nous, en termes de politique européenne, sont assez largement des illusions. Croire qu'en n'étant pas d'accord ensemble à 26, on sera plus fort contre la Chine. En n'étant pas d'accord, c'est-à-dire en n'étant pas unanime, or il faut le règle de l'unanimité pour que les choses fonctionnent à la Commission européenne. En n'étant pas d'accord, nous serions plus forts. C'est un contresens. Et donc notre projet n'est encore une fois pas que contre Macron, c'est aussi pour un projet positif pour la France, porté par Marine Le Pen, mais en 4 mots, pour résumer, c'est tout de même, sans Macron, avec Marine. Un autre chemin est possible que celui de 5 ans de macronisme, qui, ces 5 années, ont été, comme le résume ce tract, vous avez sur vos chaises, la diminution de notre pouvoir d'achat, un ensauvagement, notamment dans nos grandes villes,
qui progresse. Je dis nos grandes villes, mais ça vient dans les villes moyennes aussi. On n'a plus tellement envie de sortir à certaines heures, dans certains quartiers, dans des villes qui ne sont pas des métropoles, mais où une immigration incontrôlée s'installe chaque jour un peu plus. L'immigration, d'ailleurs, est le troisième point de ce tract qui rappelle que 1,5 million d'immigrés supplémentaires sont entrés légalement en France depuis 2017, pour ne rien dire de ceux qui sont entrés illégalement, qui sont clandestins chez nous et qui, par définition, sont assez difficiles à dénombrer, même si on estime qu'ils sont 3 millions de clandestins chez nous. Et chaque année, une ville comme Nice ou comme Bordeaux qui arrive en France, on ne va pas nous faire croire qu'on peut assimiler de 100 000 personnes en France tous les ans. C'est impossible. Donc comme on ne les assimile pas et qu'on en fait revenir chez eux qu'une toute petite partie, qu'il reste donc, eh bien ils s'assimilent fort mal, ou plutôt ils ne s'assimilent pas, et ils posent d'énormes problèmes, notamment sécuritaires, notamment dans les grandes villes françaises, et Nantes est un peu l'illustration de cela. Et puis au fond, avec Macron, nous l'avons suffisamment dit dans cette réunion, le peuple est méprisé, je cite, les Français sont insultés, les mesures liberticides se multiplient. Que dire par exemple du pass vaccinal et sanitaire, contre lequel un certain nombre d'entre nous ont manifesté à Saint-Nazaire et à Nantes l'été dernier. Nous sommes naturellement pour l'abrogation du pass sanitaire, et plus simplement la suspension du pass sanitaire. Là, depuis le 14 mars, plus de pass sanitaire, plus de pass sanitaire, pour ainsi dire, pratiquement. Mais ça n'est qu'une suspension. Et c'est un mois avant l'élection. La ficelle est un peu grosse tout de même. C'est le seul cadeau qu'Emmanuel Macron nous aura fait en 5 ans, j'ai envie de dire. Oui. Ne soyons pas naïfs, effectivement, d'un certain nombre de manœuvres, comme ce cadeau qui nous a été fait avec le pass vaccinal. Ça, c'est Macron. Et inversement, avec Marine Le Pen, le sursaut, la dignité pour les Français, avec la baisse des taxes sur les carburants, le gaz, le fuel, l'électricité, la baisse de cette taxe sur la taxe qu'est la TVA. C'est un peu complexe, on sait tous ça par cœur. La TVA sur la TICPE, c'est-à-dire la TVA sur la taxe intérieure des produits énergétiques, qui est de 20% actuellement et que nous baisserons à 5,5%. C'est-à-dire 10 € d'économie d'essence par plein d'essence. C'est-à-dire 12 milliards d'euros d'économie immédiate pour les Français. Cela, les autres candidats ne le proposent pas. Ou ils le proposent, plus exactement, après nous, puisque nous disons cela depuis septembre, et que certains découvrent depuis, en gros, ces dernières semaines, en gros, depuis la crise russo-ukrainienne et depuis qu'il y a cette flambée des prix à la pompe, certains candidats se réveillent un peu tard et demandent des mesures un peu similaires aux nôtres pour aboutir à un prix, à une baisse des taxes sur les produits énergétiques que depuis des années, ils n'ont jamais demandé. Les Pécresse, les Macron, bien sûr, mais aussi les Zemmour, ne se sont jamais intéressés au sujet du pouvoir, au pluriel, du pouvoir d'achat des Français, au sujet des prix de l'énergie, gaz, fuel, électricité, gazole, parce que, pense-t-il, ça ne concerne pas leur électorat, qui est un électorat essentiellement de classe moyenne supérieure, qui sont moins impactés, il est vrai, par la hausse du prix à la pompe, moins impactés qu'un certain nombre et qu'un grand nombre de Français des catégories populaires et des classes moyennes qui ont absolument besoin, notamment en zone rurale, de leur véhicule pour travailler quotidiennement et qui ne pourront pas assumer durablement une essence, peut-être demain à 2,50 € le litre ou à 3 €. Mme Pécresse, M. Macron, M. Zemmour ne se sont pas souciés de ces problèmes pendant des années. Ils nous le reprochent maintenant. Et ils nous le reprochent maintenant. Et maintenant, on nous reproche qu'on en fait trop sur le pouvoir d'achat, mais c'est un petit peu drôle qu'on nous le reproche alors qu'on essaie d'être au plus près des Français et de proposer des mesures qui sont de la vie courante des Français de tous les jours et qu'on nous le reproche. Je trouve ça un petit peu gros, quoi. Moi, je vais vous dire un truc. Je fais de la géopolitique. Parce que là, plus ça va, plus les carburants, on n'en trouve plus. Plus ça va les cher.
il y a deux choses, oui. Ils en trouvent sur le permafrost au-dessus, puis en dessous. Il y a deux choses. Bien sûr, le pétrole se raréfie. Puis ça va coûter cher, qui sait quel dernier baril là. Bien sûr, le pétrole se raréfie, mais je ne crois pas. Personne de sérieux ne croit que l'augmentation actuelle du prix à la pompe soit liée à la raréfaction des stocks. C'est lié un peu, bien sûr, à la guerre en Ukraine, mais c'est lié aussi à une spéculation. Et aux taxes C'est lié aux taxes de l'État, 60% du prix. C'est lié à une spéculation de groupes pétroliers, dont Total, qui avant était une société étatisée, et qui maintenant est privée. C'est lié à une spéculation qui, naturellement, fait que les prix sont extrêmement variables. Parfois, tu l'as vu l'autre jour, hein, entre 23h59 et minuit sur une pompe, les prix changeaient de plusieurs centimes. Ils jouent en bourse. Hein, Comment? Ils jouent en bourse. Oui. Et à côté de ça, comme tu le soulignes Philippe, il y a effectivement une raréfaction des stocks de pétrole qui doivent conduire les grandes puissances industrielles, dont la France naturellement, à, comme on dit, diversifier leur mix énergétique. Et nous, une de nos cartes maîtresses dont la gauche ne veut plus entendre parler, à part le Parti communiste, il faut le souligner, c'est le nucléaire. Nous sommes, nous, pour le grand carénage de centrales nucléaires, la construction d'EPR et pourquoi pas la construction de centrales PRM, petits réacteurs modulaires, qui, par exemple, pourraient voir le jour en lieu et place de la centrale thermique de Cordemais, par exemple. Ça donnerait un avenir industriel à la région. On va peut-être vous parler un peu du programme sur les jeunes. Tu voulais parler du nucléaire, là? Oui, je voulais une question sur les éoliennes, puisqu'on parlait du nucléaire. Les éoliennes, se dirigent vers quoi avec les éoliennes? Je crois comprendre qu'il y en aura de plus en plus sur terre et en mer. Sauf avec nous. Ah oui, si Marine est au pouvoir, c'est ça. C'est l'idée d'un moratoire sur l'éolien terrestre et maritime. Et au-delà de ça, nous voyons, et c'est un peu nouveau, je pense, depuis 2-3 ans, moi c'est le ressenti personnel que j'ai, mais avant la contestation anti-éolienne était extrêmement minoritaire. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a, y compris chez les écologistes, un courant anti-éolien assez structuré. Et on voit, quand il y a des projets de grandes éoliennes, grand c'est plus de 100 mètres on va dire, qu'il y a tout un maillage d'associations locales qui se constituent dans les communes souvent pour contester, y compris en justice, les projets éoliens. Ça c'est un peu nouveau, il n'y avait pas tellement ça avant. C'est contre la faune et puis la flore, parce que des fois il y a les poissons et puis les animaux, même les plantes. Je suis juste que botaniste, paysagiste et puis météorologiste, ça se défend. Qu'est-ce qui se défend? Les éoliennes? Non, les plantes, des fois sur les plantes, parce que ça fait des vibrations sur oui, l'air, etc. Il y a tas de problèmes. Des problèmes d'infrason, des problèmes, même pour les humains, c'est pas neutre d'habiter à une éolienne. Souviens-toi qu'on s'était rendu pour la campagne des régionales. Tu peux raconter ce qu'on a fait d'ailleurs à Puceul. Bah, pendant les élections régionales, on s'était rendu avec toute l'équipe, la liste régionale et l'équipe Boucher et d'autres personnes, on s'était rendu sur une exploitation agricole près de Puceul, si je dis pas le... Ah, Puceul même. Puceul même. Et en fait, on s'est rendu chez des agriculteurs. Ça fait bientôt 5 ans, si je dis pas de bêtises, qui se battent contre les éoliennes qui se sont installées. Et le problème, c'est que depuis que les éoliennes sont arrivées sur leur exploitation, leurs animaux meurent. Quand les vaches ont des bébés, les veaux, ils naissent morts-nés. La production du lait, elle diminue. Il nous a montré une vache qui va en donner, je pense, 8 litres, 5 à 6 litres. 5 à 6 litres de lait, sa production, elle est divisée par 2. Et ça fait 5 ans qu'il se bat qu'il essaye d'expliquer au département, à la région, qu'il essaie de contacter EDF, Engie, la société d'exploitation. À chaque fois, on lui répond des pavés comme ça. Au bout de 5 ans, il a un pavé comme ça et il n'y a toujours pas de réponse. Quand il demande d'arrêter, c'est l'organisme de la santé publique, c'est l'ARS. C'est ça. Oui. L'ARS qui a demandé à la société d'exploitation d'arrêter les éoliennes pour pouvoir faire un test pendant 3 semaines pour voir s'il y a une différence. La société d'éoliennes ne répond même pas. Et cette société n'est même pas française, elle est étrangère. Et du coup, je voulais aussi vous parler du programme des jeunes. Bon, à défaut qu'on ait beaucoup de jeunes avec nous aujourd'hui, je voulais aussi parler du programme de Marine Le Pen pour les jeunes. Donc, en tant que jeune, je suis considérée comme tous les jeunes qu'on a en France. Elle a une vision.
elle explique que les jeunes, quand ils ont fini leurs études en France, ils n'ont pas envie de rester en France, ils ont envie de partir à l'étranger. Parce que quand on voit les taxes qui sont à payer, qu'on par exemple veut devenir propriétaire, qu'on veut se constituer un patrimoine, que les éléments les plus banals de la vie, mais finalement ces jeunes partent à l'étranger. Et ce que Marine Le Pen propose pour les jeunes, donc elle a plein de propositions, mais elle commence déjà par enlever les impôts pour les jeunes avant 30 ans. Ça veut dire qu'actuellement, en fait, si vous gagnez plus de 1 450 € par mois, vous payez les impôts. Si Marine Le Pen elle est élue le 24 avril, elle enlève les impôts pour les moins de 30 ans, pour que les moins de 30 ans puissent pouvoir commencer à créer une famille, parce que c'est aussi important d'avoir des enfants pour plus tard, pour se construire une vie. Donc elle propose d'enlever les impôts. Elle propose aussi pour les jeunes créateurs d'entreprises de supprimer les charges patronales. Connaissant des personnes qui ont des entreprises, qu'on paye l'impôt sur les sociétés à 28%, honnêtement c'est très compliqué. Parce que sur l'impôt des sociétés à 28%, il faut aussi rajouter le RSI. Même si maintenant M. Macron appelle ça URSSAF, c'est toujours la même chose. L'URSSAF et le RSI, c'est exactement la même chose. Que dire aussi sur les jeunes, c'est aussi pouvoir aider les jeunes étudiants. Car actuellement, on a en face de nous le CROUS qui s'occupe de s'occuper des logements pour les jeunes, les logements et les bourses, qui est un organisme très opaque, pour être honnête. Emmanuel Macron avait promis en 2017 qu'il construirait 100 000 logements pour pouvoir aider les jeunes, pour qu'ils puissent s'installer. Rien n'a été fait. Il y a à peu près 25 000 logements, je crois, qui ont été construits, selon le titre. Si je dis pas 100 000, alors on voudrait 100 000. 100 000, mais sur ceux qu'Emmanuel Macron avait 25 000 à peu près. Sur les bourses aussi, il a créé un échelon bis, parce qu'en fait, quand on fait des études, pour avoir les bourses, ça dépend des revenus des parents. En fait, il a créé un échelon bis, donc un échelon qui n'existait pas, où les jeunes ont à peine 150 € par mois. Je ne pense pas qu'un jeune avec 150 € par mois puisse vivre pour aller à ses cours, pour manger, pour payer un appartement. Aussi, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron a réduit les APL pour les jeunes. Là, pour une fois, Jean-Luc Mélenchon nous avait soutenu par rapport à la baisse des APL. Après, que dire sur le... En fait, il nous a oubliés pendant les 5 ans. Clairement, il nous a oubliés, et ça se ressent dans l'université. Il ne sera jamais mis devant son bilan, Macron. Il ne défend pas son bilan. Comme vous dites, ce qui est malheureux, c'est qu'on a un président de la République sortant et qui ne présente pas son bilan devant les Français. Il ne le défend pas. Et actuellement, là, il est déjà... Là, le président, ce n'est plus le président, c'est le candidat. Il présente ses mesures. Et excusez-moi, mais quand j'entends que les mesures qu'il propose, c'est la retraite à 67 ans, qu'il propose de continuer l'ensauvagement de la France, bah, ça ne fait pas rêver, quoi. Et quand on voit dans les sondages qu'il est plus que premier devant tout le monde, à écouter les sondages, bientôt on va croire qu'Emmanuel Macron est réélu dès le premier tour. Hein. C'est ça le problème. Oui, et je pense qu'il s'y croit déjà, honnêtement. Je pense de toute façon qu'on a une campagne très particulière, pas que en raison du contexte du Covid ou du contexte de la guerre. On a une campagne très brève, où effectivement, comme tu le dis Alain, le président ne va pas présenter son bilan, où les débats sont quand même plus ou moins truqués, parce que nous avions eu après tout un débat avec tous les candidats le 4 avril 2017, pour être très précis, on parlait avec Bastien tout à l'heure. Le 4 avril 2017, il y a eu un débat avec tous les prétendants à la présidence de la République. M. Poutou, comme M. Macron, comme M. Fillon, comme M. Asselineau, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, les petits candidats entre guillemets comme ceux qui pouvaient gagner. Ils ont tous été sur la ligne de départ. C'est donc que, sur un plan pratique, on peut organiser ce débat. Si la télévision, notamment la télévision de service public, s'y met. Nous n'aurons pas ce débat, c'est pratiquement certain que nous n'aurons pas un débat avec tous les candidats en 2022. Non pas que ce soit impossible à faire, mais parce que le président sortant a indiqué qu'il ne souhaitait pas débattre. Que pour lui, il y a ce qui tient lieu de débat, en fait, c'est simplement le suffrage universel, les 2 tours de l'élection. Et nous espérons qu'il consentira, comme en 2017, est-ce qu'il y a un débat entre 2 tours. Entre Marine Le Pen, nous le pensons. Mais il n'y aura pas de débat à 12 cette année. On a eu un simili-débat il y a quelques jours de cela. Simili-débat sur 3 plans, parce que premièrement, ça s'appelait la France face à la guerre. Pourquoi un débat exclusivement sur un aspect de notre politique étrangère du moment, alors qu'il y aurait des sujets de politique intérieure qui concerneraient beaucoup plus les Français, notamment les Français les plus modestes. Deuxièmement, c'était un débat sans débat. C'était pas un débat, c'était une présentation de programme politique.
où les candidats ne se rencontraient pas, n'échangeaient pas mutuellement, ne se rencontraient même pas, ils ne se croisaient même pas sur le plateau. Ou sinon furtivement dans un couloir. Et troisièmement, eh bien, sur les 12 candidats, il en manquait 4, quoi que nous pensions de Mme Artaud, de M. Poutot, de M. Lassalle, de M. Dupont-Aignan, ils avaient autant le droit que les 8 autres de participer à un débat télévisé dans le cadre d'une élection pour laquelle ils ont notamment réussi cette étape d'obtenir les 500 parrainages d'élus pour une élection, pour un premier tour d'élection auquel ils se sont qualifiés, notamment par leurs efforts militants. C'est qu'ils représentent une certaine tendance, aussi infime soit-elle, une certaine tendance de l'esprit politique français. Madame Artaud n'est pas moins légitime que M. Macron dans cette histoire. Et lorsque je vous disais tout à l'heure que chaque bulletin se valait, c'est une bonne illustration. Je ne vais pas dire que chaque candidat se vaut, mais chaque candidat doit avoir, selon nous, les mêmes droits à participer au débat. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait l'étape des 500 parrainages, sur lequel on ne va pas revenir, parce qu'on ne va pas suffisamment souffert de cette histoire, on ne va pas faire de misérabilisme sur l'histoire du parrainage. On vous en reparlera dans 4 ans, l'histoire des parrainages, à moins que ça ait changé. Il faut toujours dire que c'est antidémocratique. Mais déjà, il y a cette épreuve des 500 parrainages, antidémocratique en soi. Cette première marche, on franchit 12 candidats, il n'y a pas de raison qu'ensuite il y ait la deuxième marche qui soit Bouygues, pour ne pas le citer, qui, Bouygues égale TF1, TF1 égale Bouygues, qui choisit 8 candidats sur 12. Puis les 4 autres... Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que de cette manière, vous comprenez bien qu'un candidat qui est moins exposé médiatiquement fait moins de voix, est moins exposé, donc fait moins de voix qu'il ne devrait, tout comme un candidat qui est surexposé fait plus de voix qu'il ne devrait. C'est banal d'ailleurs de dire ça, mais ça ne reste pas moins une vérité. Certaines personnes qui sont à 2%, quoi. Des personnes qui ont le droit de débattre comme tout le monde, face à, comme on les appelle souvent, les petits candidats qui sont plus hauts dans les sondages, que je pense notamment à Anne Hidalgo, qui était à 2%, par rapport à un Nicolas Dupont-Aignan, qui devrait faire entre 4 et 5%, je pense. C'est pas équilibré. Il a eu droit à un quart d'heure, 20 minutes, et Dupont-Aignan, alors que vous avez 1 heure. Dupont-Aignan n'a pas été invité au débat l'autre jour. Ouais, il n'était pas invité sur TF1. Il n'était pas invité. Non, il s'en est plaint. Il s'en est plaint, légitimement. Madame Hidalgo, qui fera peut-être moins de voix au final que M. Lassalle, a été invité au débat. M. Roussel, du Parti communiste, a été invité au débat. M. Macron a été invité au débat. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait 3 défauts dans ce débat. Non, il y en a même un 4e. C'est que le temps d'expression de chaque candidat était proportionnel à une sorte des sondages. Macron ayant une demi-heure, Marine Le Pen ayant 18 minutes, je crois, certains candidats ayant moins d'une dizaine de minutes. Pas normal, comme le dit Anastasia. C'est une idée, l'équité n'étant pas l'égalité. Actuellement, nous sommes dans l'équité. C'est une idée de l'équité qui n'est pas la nôtre. Je ne vais pas dire que c'est le macronisme, tout ça, mais Emmanuel Macron n'a pas changé ses règles du jeu qui, certes, préexistaient avant lui. Ça fait des décennies que c'est comme ça, que le système est verrouillé, mais Macron n'a pas changé ces choses-là. Tout comme d'ailleurs, et ça me revient, Macron avait promis le scrutin proportionnel, et ça tu m'en parles souvent Alain, même si je crois qu'on n'a pas la même position, le scrutin proportionnel aux élections législatives. Pour que les députés représentent mieux les Français. Qu'il n'y ait pas ce système en gros, de vote d'arrondissement, de vote majoritaire dans les circonscriptions qui reprennent dans des groupes de chefs-lieux de canton, des arrondissements, qui ne désignent à chaque fois que des grands notables de la politique. Le grand notable de droite ou le grand notable de gauche. Avec un système proportionnel, il y a beaucoup plus d'équité, les Français sont mieux représentés. Ça permet aussi à des partis qui ne font pas des scores énormes d'être tout de même représentés un peu plus justement au sein de l'Assemblée. Sans proportionnel, dans un département comme la Loire-Atlantique, le RN n'aurait jamais aucun député, sauf
peut-être dans des triangulaires qui sont très hypothétiques, à faire à peu près 35% des voix. On les fera sans doute un jour, mais c'est tout de même au-dessus de notre niveau. Alors que si nous avions la proportionnelle, à chaque élection législative, nous aurions en Loire-Atlantique un député sûr. Il suffit de faire 10% des voix. Les 10%, nous les dépassons législatives. Et bien voilà, avec à peu près 15% des voix, comme le faisait jusque-là le RN aux élections législatives, et il fera bien plus demain s'il est élu à la présidence, si nous gagnons la présidence, parce qu'il y aura un vote en notre faveur. Nous aurions soit des dizaines de députés, soit, si nous gagnons la présidence de la République, une majorité parlementaire de centaines de députés, mais les autres en face ne seraient pas moins représentés pour autant. Avec la proportionnelle, chaque force politique serait correctement représentée, il n'y aurait plus des partis, il n'y aurait plus des programmes, et donc des Français qui ont voté pour ces programmes, qui jamais ne seraient représentés à l'Assemblée nationale. Encore une fois, ça traduit le rapport de certains en face de nous vis-à-vis de la démocratie, et puis notre rapport par rapport à la démocratie. Et ce rapport à la démocratie, c'est autant le rapport de Macron que celui d'ailleurs d'une Pécresse, d'une Hidalgo. Ces candidats ont tous la même position sur la proportionnelle. C'est-à-dire, on ne veut pas entendre parler de la proportionnelle. François Bayrou qui voulait la promouvoir, finalement, n'a pas de... C'est vrai que Bayrou était un avocat sincère, semble-t-il, de la proportionnelle. Une dose de proportionnelle. Dose de proportionnelle. On a eu la proportionnelle, on nous l'a retirée il y a 25 ans. C'est Jacques Chirac qui l'a retirée en 1988. C'est avec la proportionnelle qu'en 1986, le Front National de l'époque a fait élire 36 députés sur 560 et quelques. Ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans. Et c'était reconnu comme les meilleures interventions à l'Assemblée nationale étaient celles des députés du Front National. Oui. C'était tellement bien qu'on nous l'a retiré au bout de 2 ans. Et depuis 25 ans, j'estime qu'on est plus en démocratie, personnellement. Par contre, on est bon à payer nos impôts pour financer tout ce système. Et tous ces députés qui ne nous représentent pas. C'est scandaleux. Voilà, mes chers amis. Tu veux conclure peut-être ? Je vous remercie de vous être déplacés. Je suis très content qu'on a pu faire cette réunion à Pornic. Comme le disait Gauthier, ça faisait 15 ans que le Rassemblement national n'était pas venu. Mais je tenais à vous dire que c'est quelque chose qui va changer dans les prochains mois. Comme le disait Gauthier, notre objectif, c'est de continuer notre implantation, d'être de plus en plus fort, d'être au cœur des territoires, d'être à la bonne distance avec les électeurs, mais aussi les sympathisants. Et je vous invite le 10 et le 24 avril à faire le choix pour la France, d'être patriote et de voter pour Marine Le Pen. Merci Bastien pour ces mots d'encouragement. Le 10 avril, c'est dans pas très longtemps finalement. 21 jours. C'est très banal de dire ça, mais oui, 21 jours. Et en plus, l'élection, elle est plus proche de nous qu'elle ne l'était par le passé, parce qu'avant, vous le savez, on avait l'élection fin avril, début mai. Donc, on est quelle date ? Le 20 mars aujourd'hui, c'est un peu comme si on était le 5 avril de l'élection dernière, pour donner un ordre de grandeur. On a 21 avril. Alors, je me souviens, le 21 avril. 2002. Première qualification du FN à l'élection. Comme on dit, jamais 203. Voilà. Espérons que la théorie fonctionne. Nous ne doutons pas que Marine se qualifie au deuxième tour, et nous avons bon espoir qu'elle gagne le deuxième tour, qu'elle soit présidente de la République. Nous militons pour cela, et nous vous remercions pour votre présence. Il y aura d'autres réunions régulières comme cela, de circonscription, dans les différentes circonscriptions. Nous ferons aussi des choses pour l'élection législative à partir, dès le 25 avril, dès le lendemain du premier tour. 25 avril jusqu'au 18 juin, puisque l'élection, le deuxième tour de la législative se déroule le 18 juin, le premier tour le 11. Merci pour votre présence. Vous avez, si vous le souhaitez, sur la table, des différents petits objets militants, des casquettes, des petits badges, des tracts aussi, des affiches, si vous avez envie d'affiches pour coller chez vous, et un bulletin d'adhésion si vous voulez adhérer au RN, si vous voulez vous informer, si vous voulez militer, vous êtes bienvenus.